Donc, bon, comment se structure un petit peu le dispositif de la politique étrangère européenne, mais quelles sont ses limites? Et puis prendre quelques études de cas. Alors, on ne va pas revenir sur le rehaussement, mais notamment les lignes directrices ou les notices interprétatives, peut-être un petit peu horizon 2020, pour montrer un peu les logiques qui sont à l'œuvre, à la fois dans les progrès, dans les limites. Le lobby israélien, le lobby pro-israélien, oui, on va en parler, avec une petite étude qui vient de sortir, mais qui est finalement peut-être partielle. Et puis on va parler de la CECP, la Coordination européenne des comités et associations pour la Palestine, qui est un peu notre outil pour travailler au niveau européen. Donc déjà sur les institutions européennes, donc il y a quelque chose qui a bougé à la suite du dernier traité de Lisbonne, qui a bougé à partir de 2009, c'est essayer qu'il y ait une personne et un service qui incarne la politique extérieure et de sécurité de l'Union européenne. Donc la création du poste de haut représentant ou haute représentante, puisque finalement ça a été deux femmes jusqu'à présent, Catherine Ashton et Federica Mogherini, et du service européen de l'action extérieure, qui est un peu à cheval entre le Conseil des ministres des Affaires étrangères et la Commission européenne, qui reprend notamment toute la représentation de l'Union européenne à l'extérieur, qui reprend un certain nombre de services de la Commission. Je n'entrerai pas dans les détails, j'en serai incapable. Et puis, on sort de la présidence tournante du Conseil des ministres des Affaires étrangères, parce que dans la disposition précédente, c'était le pays président de l'Union du semestre en cours, qui préside aussi les différents conseils, et notamment celui des Affaires étrangères. Et là, la haute représentante va être la présidente du Conseil des ministres des Affaires étrangères pendant tout son mandat. Donc ça donne, en principe, un petit peu plus de continuité. Ceci dit, la règle reste une règle de consensus, c'est-à-dire une forme d'unanimité. Bon, ceux qui s'abstiennent, ça peut aller, mais s'il y a des oppositions, ça ne passera pas. Et donc on voit on verra sur un certain nombre d'exemples, que l'action de l'Union européenne reste malgré tout limitée dans ce domaine de la politique extérieure. Pour bien revenir, le Conseil européen et les conseils de l'Union européenne sous forme de Conseil des ministres sont ceux qui ont le pouvoir finalement, qui impulsent ces choses. La Commission, elle applique les traités et elle applique ce que demande le Conseil européen et le Conseil des ministres, et le Parlement élabore les directives, élabore les textes législatifs, conjointement avec le Conseil des ministres, le Conseil de l'Union européenne. Alors c'est intéressant de voir dans les logiques à l'œuvre, la logique qui a été à l'œuvre, par exemple, dans le cas des lignes directrices. On va rappeler ce que ne sont pas les lignes directrices. C'est le Conseil Affaires étrangères de décembre 2012, qui, à la fois demandant la reprise des négociations directes, mais avec des paramètres précis malgré tout, etc., a mis une phrase. L'Union européenne déclare qu'elle est déterminée à faire en sorte que, conformément au droit international, tous les accords entre l'État d'Israël et l'Union européenne indiquent clairement et expressément qu'il ne s'applique pas au territoire occupé par Israël en 1967, à savoir le plateau du Golan, la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et la bande de Gaza. Rappelons les conclusions que le Conseil des Affaires étrangères a adoptées en mai 2012, l'Union européenne et ses États membres réaffirment leur détermination à mettre en œuvre de manière continue et effective toute la législation de l'UE en vigueur et tous les accords bilatéraux applicables aux produits des colonies. Donc, en fait, là, c'est le Conseil de l'Union européenne qui dit nos accords à nous de l'Union européenne ne peuvent pas s'appliquer au territoire conquis par la force. Que fait la Commission dans ce cas-là? Elle exécute. Et elle dit, pour nous-mêmes, la Commission, tous les accords qu'on va signer en tant que Commission, ils ne peuvent pas s'appliquer au territoire, donc à des entités qui agissent dans des territoires qui ont été conquis par la force et qui n'ont pas fait l'objet d'accords, et donc les colonies, le plateau du Golan, etc. Et donc c'est ce que la Commission a mis en œuvre par les lignes directrices de juillet 2013. Alors, bien sûr, là, je crois que le Parlement n'est pas intervenu.
Par contre, le service européen d'action extérieure devait donner son aval. Il l'a donné. Pourquoi? Je pense qu'il y avait une circonstance un petit peu aussi, c'est qu'il fallait donner un petit coup de main à Kerry pour que les Palestiniens acceptent les négociations directes sous l'égide de Kerry. Et donc, en donnant ce petit gage aux Palestiniens, ça permettait effectivement de permettre à Kerry d'engager sa période de négociation. Je pense qu'il y a eu ça aussi qui a fait que les choses se sont faites. Mais avant tout, c'est la logique de la Commission. On applique. Et puis, il y a eu des personnalités, parce qu'on a beau crier aux bureaucrates, aux fonctionnaires européens, bah, souvent, il y a des gens courageux là-dedans. Il y a des gens courageux qui ont été en poste en Palestine, par exemple, dans des représentations diplomatiques. Là, il y avait, par exemple, Christian Berger, qui était un diplomate, un fonctionnaire autrichien, qui avait vu ce qui se passait en Palestine et qui, avec la logique de ce qu'il pouvait faire au sein de la Commission, l'a fait, tout simplement. Mais il l'a fait parce que la Commission s'est saisie de ce que le Conseil des ministres des Affaires étrangères a demandé. Alors après, pourquoi le Conseil des ministres des Affaires étrangères de décembre 2012 a pris cette position? C'était probablement un besoin d'équilibre par rapport à d'autres positions qui ont été prises. Alors il y avait la direction suédoise, les Allemands n'ont pas été contre, voilà, des choses se sont faites. Donc voilà, alors, ce que ne sont pas les lignes directrices, ce n'est pas une directive. Voilà, une directive, c'est un texte législatif européen qui est destiné ensuite à être décliné par les pays membres. Ce n'est pas une directive. Les lignes directrices, c'est voilà ce que nous, Commission européenne, on va faire pour nos politiques, pour les accords que nous signons, nous, notamment les accords de coopération sur la recherche et développement, ce qui fait que, par exemple, il y a eu une déclinaison de ces lignes directrices sur Horizon 2020, qui a été probablement un peu laxiste en novembre ou décembre 2014, mais effectivement, il fallait que ça soit décliné. Un deuxième exemple, c'est le cas de l'étiquetage. L'étiquetage des produits des colonies, ça va aussi avec, hein, si on dit qu'on veut différencier entre ce qui se passe en Israël et dans les territoires conquis par la force, bah, oui, il faut un étiquetage différencié. C'est pas très révolutionnaire. Moi, en privé, puis je vais me faire excommunier de la FPS, je dirais que si on nous demandait absolument d'étiqueter les produits de l'esclavage humain, on trouverait ça un peu bizarre. Mais enfin bon, on étiquette les produits des terres volées, d'accord. Ok? Enfin bon, ça va dans la logique. Il y a 15 pays, alors ça a traîné, hein, ça fait 4 ans que c'était dans les tuyaux, au moins 4 ans. Et on nous disait que c'était très compliqué, parce qu'il fallait que ça soit, qu'il y avait des directions de la Commission qui intervenaient entre les affaires étrangères, les douanes, les réglementations sur les produits, que c'était hyper compliqué, etc. Il y a 15 pays, dont la France, qui ont demandé à Mogherini, donc la haute représentante pour la politique extérieure, de se remuer là-dessus. Le 11 novembre, c'est sorti, et c'est sorti sous la forme d'une notice interprétative. Alors ça, c'était un nouveau terme. Un nouveau terme qui veut dire, en gros, il n'y a rien de nouveau. Les réglementations, elles existent. Non, c'était pas si compliqué que ça, il n'y a rien, en fait. Alors, dans la notice interprétative, il y a quand même des choses un peu précises, en disant, on interprète les règlements existants, on va étiqueter. Alors, s'il vous plaît, vous ne mettez pas simplement produit de la Cisjordanie. Si c'est des colonies, vous dites produit des colonies de Cisjordanie. Ou produit des territoires occupés dans le Golan. Donc, il y a un petit peu de choses précises. Et puis, à marquer aussi, assez clairement, c'est dans les domaines d'application obligatoire. C'était bien obligatoire, il n'y a pas de problème là-dessus. Hurlement d'Israël. Donc voilà la diplomatie israélienne à l'œuvre. Et vous verrez que je n'ai pas toutes les réponses, hein, franchement. Alors c'est une notice interprétative antisémite. Ils sont allés très fort. Et les Israéliens ont menacé de faire très mal à l'Union européenne en arrêtant le dialogue sur le processus de paix. Il y avait aussi ce qu'on appelle un dialogue structuré. Alors, au sein d'un service, de manière un peu secrète, au sein d'un service de l'action extérieure, je crois,
il y avait une espèce de dialogue structuré, c'est-à-dire un truc un peu secret. On va se parler entre amis, et on va mettre entre amis les choses sur la table. Bon, diplomate, je crois que autrichien nous a dit, il n'y a rien là-dedans, il ne se passe rien, ça fait 6 mois qu'ils parlent de la manière dont ils vont mettre ça en place, donc il ne se passe rien, quoi. Et donc la menace, c'était d'arrêter ça, quoi. Bon. Même pas mal, hein, franchement. Ben, n'empêche que en février, donc 2016, en février de cette année, Mogherini reçoit Netanyahou, et franchement, je ne sais pas comment il faut dire, comment il faut qualifier ce qu'elle a, alors je l'ai qu'en anglais. Ils ont discuté des démolitions dans la zone C et conclu qu'il fallait qu'ils reprennent le dialogue sur le sujet. Ils ont décidé que, oui, il fallait que le conseil d'association se réunisse le plus tôt possible. Donc effectivement, il y a cette menace qui plane. La haute représentante, vice-présidente, etc., a confirmé que la responsabilité de l'implémentation de la notice reste de la compétence des autorités des États membres. Alors c'est pas faux, mais elle a oublié de dire que c'est obligatoire. Juste oublié de dire que c'était obligatoire. C'est absolument incroyable. On ne comprend pas comment, avec la menace extraordinaire que Israël faisait planer en arrêtant ce dialogue structuré, là, comment l'Union européenne a pu se coucher comme ça. Mogherini est une femme de caractère, hein, donc il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On va parler de la puissance du lobby, mais quels sont les ressorts? Franchement, on ne comprend pas. Et alors, quant à la France, c'est quand même assez marrant, si on ose dire, puisque la France faisait partie des 15 pays qui ont écrit à Mogherini en disant « Remuez-vous, on va quand même le sortir, cet étiquetage, quoi. » Et, bah, même pas cap, quoi. Bon, même pas cap. Alors, voilà. Bon, nous, on demande l'interdiction des produits des colonies, mais l'étiquetage, même pas capable. C'est complètement incroyable. Alors, bien sûr, le fait que Mogherini n'ait pas rappelé que c'était obligatoire, bah, ça montre que voilà, bon, bah, ça revient dans les sables, etc. Et donc quelque chose qui était franchement simple, évident et j'allais dire un peu faiblard, n'a pas finalement rien donné. Toute nouvelle disposition européenne, même dans la logique de ce qui a été dit en décembre 2012, toute nouvelle disposition européenne, c'est quand même toujours 3-4 ans pour arriver à quelque chose. Quand il a été question par exemple, de recommandations aux entreprises, ça ne pouvait pas être une disposition européenne en tant que telle. Mais il y a eu un encouragement à faire quelque chose, les différents pays ensemble. Pour la France, ça a été une recommandation aux entreprises inclus dans le conseil de voyageurs, faites-vous vacciner, et puis faites quand même attention juridiquement si vous commercez avec les colonies israéliennes. Les Allemands aussi ont fait quelque chose, les différents pays ont fait quelque chose, voilà. Mais il n'y a pas là-dessus de vraie impulsion européenne, parce qu'on dit toujours c'est 3-4 ans. Alors effectivement, bon, les lignes directrices c'est différent, parce que les lignes directrices c'est la commission qui s'applique à elle-même. Mais quelque chose comme l'étiquetage, c'est 4 ans de boulot d'un processus qui a dû mobiliser des dizaines de fonctionnaires européens pour arriver à ça et pour arriver à ce que Mogherini se couche devant Netanyahou. Franchement, j'ai toujours pas compris. Quelques mots sur le lobby israélien, le lobby pro-israélien. Il y a un truc que j'ai oublié d'écrire. Bon, il y a l'ambassade, c'est une constante, bon, certainement très très active. L'ambassade de Palestine l'a été aussi, hein, sous l'impulsion de Leïla Shahin notamment. Je ne sais pas encore quel état elle est aujourd'hui, mais pas avec les mêmes moyens. Donc une ambassade avec beaucoup de moyens. Je pense qu'il y a un deuxième point que j'ai oublié de mettre ici, sur cette, que je mettrai peut-être dans la version définitive, c'est à partir du moment où il y a des dizaines de domaines où on travaille ensemble. Ben on est partout, on sait tout, on est dans tous les couloirs, on anticipe tous les coups.
Quand nous, on essaye de ramer pour essayer de savoir ce qui va se passer au prochain Conseil européen, mais les pro-israéliens, ils le savent depuis longtemps, bon, il y a ça. Hein, donc, plus un lobbying très actif, officiel aussi, hein, de la part de l'ambassade, qui va certainement très régulièrement visiter ses interlocuteurs. Et puis, il y a aussi un lobbying un peu gris, qui s'est développé de manière un peu récente, qui est fait l'objet d'un rapport de cette année, donc qui a été impulsé par Europal Forum, qui est un peu un lobbying je pense que ce sont des hommes d'affaires palestiniens qui sont à Londres, et qui a été réalisé par Spinwatch. Donc, petit rapport que je vous donnerai le lien sur le PDF, hein, donc il n'y a pas de... vous pouvez la voir, c'est en anglais. Si quelqu'un veut faire une synthèse en français pour demain matin, c'est bien volontiers. Et donc, qui a analysé les lobbies, je dirais, hors ambassade, donc pro-israélien à Bruxelles. On trouve quelque chose d'abord de très important, c'est que c'est un développement relativement récent. C'est-à-dire que ça a commencé plutôt vers 2005, certains 2002-2003, mais vers 2005. Et on sent bien que c'était une réaction au fait que le mouvement de solidarité aussi savait dire un certain nombre de choses à la suite de l'opération Rempart, à la suite d'un certain nombre de choses qui se sont passées dans cette période-là, et donc qu'il y a eu une volonté, je pense, impulsée par le gouvernement israélien de renforcer ces lobbies. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'ai mis en gras ceux qui sont les plus importants. Donc, l'European Friends of Israel, donc les amis européens d'Israël. C'est un lobby qui s'est constitué à partir des dirigeants de Conservative Friends of Israel, c'est-à-dire en fait les amis d'Israël du Parti conservateur britannique, et qui donc ont constitué un lobby du même genre, qui a beaucoup de relais dans le Parlement européen. Bon, au sein du Parlement, vous avez des choses, par contre, vous avez des associations déclarées au sein du département, au sein du Parlement, vous avez des choses tout à fait officielles, comme les députés qui sont en relation avec le Parlement palestinien, puis maintenant avec la Palestine, délégation des relations avec la Palestine, ou délégation des relations avec Israël, comme il y a dans les parlements français. Les trucs d'amitié. Les groupes d'amitié. Donc ça existe. Là, on n'est pas dans les groupes d'amitié, on est dans les lobbies. Là. On est dans les lobbies, mais qui ont effectivement une influence forte sur les députés. Alors, il faut savoir qu'il y a une loi de transparence qui a été votée au niveau de l'Union européenne, je crois, au niveau de Bruxelles en tout cas. Les lobbies déclarés doivent déclarer... alors, ils ont droit à un badge d'entrée au Parlement, ils ont plusieurs badges d'entrée au Parlement, tout ça, bon, mais ils doivent quand même déclarer ce qu'ils font et combien ils reçoivent, comment ils sont financés. Donc, les amis européens d'Israël déclarent un budget de 400 000 € par an. Et puis, il y a également eu donc, plusieurs pays européens, et donc ça a été un peu un renforcement de ce mouvement-là, l'initiative d'amitié avec Israël, qui a été lancée en 2010. Pour la petite histoire, en France, ils ont fait le lancement le jour de l'attaque contre le navire Marmara. Ils ont bien réussi leur coup. Mais ça vaut le coup d'être noté quand même, 5 millions et demi collectés sur la période 2010-2013. Donc là, on voit aussi beaucoup de financement de fondations américaines. Parce qu'il y a le côté fiscal américain qui est aussi avantageux là-dessus. Et donc, vous avez aussi des lobbies états-uniens, comme American Jewish Committee, qui est le lobby pro-sioniste américain depuis même le début du XXe siècle, qui a créé une antenne à Bruxelles en 2005, en disant, on l'a fait auprès de l'ONU en créant UN Watch, qui apparemment est une antenne de la JC, on va le faire aussi à l'Union européenne. Donc là aussi, ils se sont réveillés là-dessus en 2005. Donc c'est quelque chose qui est en accroissement fort. Hein, Bon, mais si on veut s'y mettre, on a 10 ans de retard. Hein, entre nous. Hein. Et donc, qui ont établi en 2005 et qui ont
un budget énorme. Hein. La JC, ils ont un budget qui c'est des centaines de millions. C'est énorme. Après, il y a des choses moins connues. Bon, on va retrouver des groupes extrémistes, même d'extrême droite. On va retrouver des députés, y compris israéliens, de Israël, Beitanu, etc. Enfin, on va retrouver aussi de l'extrême droite. Des choses liées à la presse, des choses qui sont EFD, qui c'est un peu moins lié uniquement à Israël, mais qui dit qu'il va travailler contre le terrorisme, mais qui va en profiter pour attaquer un certain nombre de Palestiniens. Et puis Elnet, qui a l'air d'être très important au niveau des fonds, je ne sais pas comment ils agissent, et qui s'est créé en 2011, et apparemment, là aussi, il se finance aux États-Unis en créant une association d'amitié aux États-Unis qui est sous la loi américaine et qui peut donc collecter des fonds américains avec l'exemption fiscale, et qui aurait collecté 5,8 millions de... Enfin, pas qui aurait, parce que là aussi, il y a une loi aux États-Unis qui oblige les fondations à chiffrer quelles sont les contributions qu'ils reçoivent, et donc les amis d'Elnet ont reçu depuis 2011 5,8 millions de dollars. Voilà, donc plein d'autres trucs, un truc un peu trouble avec des milliardaires ukrainiens un peu troubles, mais c'est pas sûr que c'est beaucoup d'influence. Ce qui est intéressant, c'est de replacer ça, c'est dans le rapport, ce schéma, il est un peu plus propre dans le rapport, c'est de le replacer en disant, ben voilà, il y a eu l'opération Rempart, il y a eu Plan Durci, il y a eu Pilier de Défense, il y a eu Protective Edge, etc. Il y a eu aussi l'appel BDS et puis d'autres choses. Et on le voit, effectivement, ces lobbies qui se constituent dans la même période. Donc, voilà. Il y a quand même un phénomène un peu récent de ces lobbies privés. Je ne sais pas quel est... On voit bien que dans certains, il y a quand même des moyens qui sont considérables. Quelle est leur influence réelle? Quelle est leur influence réelle? Quel est leur mode d'action? On ne sait pas. Quand on demande des chiffres, il y a des gens qui disent oui, il y a bien 600 personnes qui travaillent pour Israël à Bruxelles. C'est des chiffres qui ne sont pas vérifiés. J'ai quand même l'impression que le facteur déterminant, c'est l'ambassade et aussi tous les experts et les faux experts qui peuvent intervenir à travers des accords déjà existants. C'est-à-dire chaque fois qu'on crée un nouveau chapitre des accords dans l'accord d'association, on crée des nouvelles opportunités pour amener des experts, pour amener des gens qui seront là, qui vont surveiller, qui vont être dans tous les secrets, qui vont pouvoir anticiper les coûts et travailler dans un lobbying extrêmement structuré entre... Alors il y a des connexions très claires donc, entre ces fonds privés, l'ambassade, ces fonds privés, et puis les fonctionnaires qui travaillent. Donc enfin, les fonctionnaires ou les hommes d'affaires qui travaillent à travers, ou les acteurs économiques dans les différents chapitres des accords. Donc voilà un peu, je pense, pour ma part, je pense qu'on est au milieu du gué, ce rapport-là ne donne pas toutes les réponses, et que ça reste pour moi un peu des suppositions, et on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne et quels sont les modes d'action de ce lobby pro-israélien à Bruxelles. On les devine un peu. Le nombre de personnes, il y a des chiffres qui circulent, mais ce n'est pas non plus prouvé, mais c'est certainement extrêmement important. Ça a été identifié par Israël comme un des points où il fallait accentuer le lobby, comme ça a été le cas auprès des Nations Unies notamment. Alors ça, c'est pas pour que vous puissiez la lire, mais c'est un travail qui a été fait par les auteurs de ce rapport qui est assez intéressant. C'est qu'ils ont pris, ils sont remontés. Ils ont pris ces différents fonds privés. Ils sont remontés à leurs donateurs américains notamment. Et puis ils ont regardé ce que ces donateurs faisaient. Alors on voit presque tous, ils sont dans les amis Friends of IDF, les amis de l'armée israélienne. Beaucoup
beaucoup sont impliqués dans les colonies. Alors, les amis du collège de Judée-Samarie, les amis d'Ariel, les amis d'Hébron, les amis etc. Donc, ils sont pour la plupart mouillés jusqu'à l'os dans les amitiés avec l'armée israélienne et le business de la colonisation. Voilà. C'est pas très surprenant, c'est intéressant à savoir. Maintenant, je vous dis, il y a un triptyque entre ces fonds privés, l'ambassade et puis les opportunités permises par les accords existants. Je pense que c'est ça le lobby israélien à Bruxelles. Bon, alors de notre côté, la CECP, donc la coordination européenne des comités d'association pour la Palestine, on a bien vu quand même depuis un moment qu'il fallait qu'il y ait une présence, c'est-à-dire de plaidoyer pour les droits des Palestiniens auprès des institutions de l'Union européenne. Donc il y a un certain nombre d'associations qui se sont réunies pour fonder ça. Il y a une quarantaine d'organisations membres, très diverses. Et quel est le budget? Des milliards. 400 millions. Le budget, il est de 32 000 € par an. Et on n'arrive pas à le boucler. Avec une salariée à 4/5 du temps qui travaille à 8/5 du temps. Voilà. Si je reprends cette carte-là, les associations puissantes de solidarité avec la Palestine, il y a la FPS, il y a le PSC anglais, je dirais à peu près dans les mêmes tailles, de l'ordre de 5000 adhérents, le PSC ayant la force aussi d'une relation extrêmement forte et structurée avec les syndicats. La FPS étant peut-être plus démultipliée au niveau local, même si le PSC a aussi ses groupes locaux. Une puissance importante au PSC, ils sont capables de mettre, je crois qu'ils ont mis 150 000 personnes dans la rue au moment de Gaza, enfin, bon, des choses très, très fortes hein, qui se sont passées. Le PSC écossais, c'est important aussi. Après, Belgique est dynamique, avec une association francophone qui s'appelle l'association belgo-palestinienne. En proportion, je pense qu'ils sont plus gros que nous, mais la Belgique est un petit pays. Et côté flamand, moins nombreux, mais une forte dynamique aussi. Ils ont des tas d'idées, ils font plein de choses. Au Luxembourg, le CPJPO, mais qui est un gros groupe local par rapport à ce qui est au niveau de la FPS, mais c'est un groupe local qui parle à des ministres assez facilement. L'intérêt de l'ABP et l'association luxembourgeoise sont reconnus comme association d'éducation populaire et ont donc des moyens aussi de se développer. Voilà, ils ont des approches assez proches des nôtres. L'Espagne est un peu compliquée, on ne les voit pas toujours, mais ils se sont unifiés sous la bannière RESCOP et BDS, mais c'est pas la même dynamique. L'Italie, des grandes personnalités comme Luisa Morgantini ou Alessandra Mecozzi, mais pas de grande organisation, c'est plutôt un ensemble de petites organisations, et à un moment la CGIL, la centrale syndicale, était très impliquée, mais c'était quand même surtout lié à la personnalité d'Alessandra. À partir du moment où elle a pris sa retraite, ça paye leurs cotisations, on ne les voit plus. L'Allemagne, c'est compliqué, mais il y a effectivement une association, mais qui est de, peut-être, je crois qu'il y a 600 membres, c'est pas la taille du tout de la FPS. Ceci dit, il y a quelques groupes BDS aussi, et puis, je me suis aperçu qu'il y a une association européenne pour la défense des prisonniers palestiniens, dont le siège est en Allemagne, avec plein de membres allemands. Donc il y a des choses à découvrir. Et puis dans les Pays-Bas, c'est tout petit, des toutes petites organisations, mais avec un levier d'action sur les syndicats qui est extraordinaire. Voilà. Et puis, République à l'Est, Pologne, pas grand-chose. République tchèque, c'est pas... Voilà, un tout petit groupe qui s'appelle ISM Tchéquie, mais qui n'est même pas une association déclarée, c'est tout petit. Autriche, on voit les femmes en noir.
Voilà, donc il y a au niveau de la CECP beaucoup aussi de toutes petites organisations, ou même de toutes petites non-organisations, parce que toutes ne sont pas des organisations déclarées. Également dans la CECP, des membres associés. Vous avez Badil, qui est donc l'association de soutien aux réfugiés palestiniens, qui est une association palestinienne, avec sa représentante qui a joué aussi un rôle important dans le lobbying auprès de l'ONU à Genève. Et vous avez également le BNC Europe, donc Boycott National Committee Europe, qui est membre observateur, et qui a une influence certaine sur la CECP. Dans ses principes, le BDS est mis dans les principes fondateurs, enfin en tout cas dans les principes de la charte de la CECP, qui d'ailleurs a essayé de faire une charte un peu consensuelle, sur laquelle il faudra peut-être remettre un petit peu de métier, parce qu'elle n'est pas tout à fait consensuelle, elle n'est pas tout à fait adoptée, mais ça fait rien, on va de l'avant quand même. Qu'est-ce qu'on fait à la CECP? Il y a des campagnes qui sont portées par la CECP, notamment... ah non, pardon, je crois que c'est dans l'autre. Non à la coopération militaire à travers Horizon 2020, aujourd'hui. C'est une campagne importante parce qu'on a dit il faut aller sur quelque chose qui donne des résultats tangibles. Donc, c'est assez extraordinaire, Horizon 2020. Il y a ce qu'on appelle comment on dit, ethical screening, ça peut se traduire par examen éthique des projets. Et donc, il est clair que tout projet qui est Horizon 2020 ne peut pas servir aux militaires. Donc on va trouver, tant quand on regarde, on va trouver un projet qui est porté entre autres par Elbit sur la surveillance dans les aéroports, la surveillance des passagers, avec d'ailleurs un sous-projet qui est assez intéressant et très éthique, qui est le profilage ethnique. Donc, est-ce que tu as une gueule de Palestinien ou pas, en gros? Et bon, il est clair que ça ne peut pas servir au checkpoint. Bon, c'est clair que c'est juste pour les aéroports. Voilà. En fait, ce qu'ils disent à la commission, c'est ben oui, on n'est pas maître d'utilisation après, on regarde juste le projet, quoi. Alors voilà, quoi. Il y a même un projet qui est un magnifique projet qui a pour but de. Alors, je crois qu'il y a l'Allemagne, dedans la France n'y est pas. D'homogénéiser les pratiques d'interrogatoire. De quelle sorte? Ça a été fait du temps de la guerre d'Algérie. Bon, la France n'y est pas. C'est assez sympathique. Pour le moment, là-dessus, la politique de ce que la CECP arrive à faire, c'est par exemple, elle a fait une réunion au Parlement européen et elle a réussi à ce que dans cette réunion soit co-invitant non pas des groupes habituels, qui sont les GUE, c'est-à-dire en gros les communistes et puis les Verts, mais les socialistes, le Parti populaire, c'est-à-dire l'équivalent du MPIC, et l'ALD, c'est-à-dire l'équivalent du Modem ici. C'est-à-dire arriver effectivement à faire... Voilà. Mais malgré tout, bon, les campagnes, on reviendra dessus, sur la suspension de l'accord d'association, on a réussi à faire signer 63 députés sur un total de 731. Donc il y a du boulot quand même. Ça, je reparle justement de la suspension de l'accord d'association, où il y a eu un gros travail qui a été fait en 2014-2015, très structuré, qui n'a pas donné les résultats escomptés. C'est un sujet difficile qu'on a décidé de reprendre. Chaque fois qu'on parle de sanctions par rapport à Israël, les portes se ferment. Ce n'est pas une raison pour ne pas en parler, mais voilà. Alors, on a regardé tout à l'heure, hier, avec Isabelle, donc les politiques de sanctions, on a vu qu'il y avait, et puis j'ai regardé sur le site du service de l'action extérieure, la politique de sanctions fait l'objet d'un chapitre en tant que tel, en disant nous avons une politique de sanctions. C'est affiché sur le site du service européen de l'action extérieure. Mais si on parle de sanctions par rapport à Israël, c'est strictement impossible. La seule sanction qu'il y a eu, c'est par rapport à la Palestine, pour avoir mal voté en 2006 dans des élections supervisées par l'Union européenne. Le droit au boycott est un des points aussi importants, avec des campagnes sur le point, et on a saisi la Commission européenne là-dessus. Les prisonniers font partie. Bon, il n'y a pas de choses très actives en ce moment, mais ça peut repartir.
Et puis, sur l'interdiction des produits des colonies, c'est un peu ce que je vous disais, on ne peut pas mettre ça dans l'agenda de la Commission européenne, où on sait que ça va être un peu impossible. Par contre, Made in Illegality est parti de CNCD 1111, qui est une plateforme d'ONG belge, qu'on pourrait plus, qui est pas que sur la Palestine, mais qui a la Palestine dans ses objectifs, qui en fait partie, et donc CNCD 1111 est à l'origine de cette campagne Made in Illegality qui a été reprise par la plateforme et qu'on souhaite maintenant étendre aussi à d'autres pays. Donc là, on est plus dans une action coordonnée. Donc on peut être effectivement dans des campagnes qui sont portées par la CECP avec, effectivement, ça va être des campagnes où on va faire des événements au Parlement européen, on va faire ce qu'on appelle des lobby days, on va être une vingtaine de participants à aller rencontrer des députés européens, des membres des différentes organisations, des différentes institutions européennes en portant des messages avec des papiers qui sont préparés. Et puis, bon, différentes rencontres, et puis une activité de veille qui est importante. Des campagnes qui sont impulsées plus dans les États membres, un fonctionnement en réseau qui est important, puisque c'est une liste de diffusion où on échange, un fonctionnement, donc beaucoup en assemblée plénière, mais la constitution d'un board, c'est-à-dire l'équivalent d'un bureau, qui fait toujours débat au sein de la CECP. Avec le changement de présidence, il reprend une certaine réalité. Bon, avant, il était de pure forme, c'est-à-dire il y avait le président qui, en principe, n'avait pas de pouvoir, mais qui faisait beaucoup de choses sans le dire, et l'Assemblée générale. Là, il y a un board qui fonctionne, enfin, en tout cas, il y a une bonne ambiance entre nous. Bon, il y a deux coprésidents qui sont donc Michel Legrand, qui est le président du CPJPO luxembourgeois, et Véronique de Keyser, elle qui est coprésidente récemment, plus sur l'aspect externe. Et puis dans les autres membres, il y a Gisela Sibourg qui est la présidente de l'association allemande. Il y a donc la directrice exécutive de l'ABP. Et puis j'y suis aussi. Voilà, ça fait un petit groupe qui essaye de réguler un petit peu le fonctionnement, mais l'essentiel, il y a une très grande peur de gros qui prendraient le pouvoir, donc tout se doit se faire par consensus. C'est un peu les limites, mais ça ne bloque pas tant que ça. Le consensus ne veut pas dire le droit de veto, le consensus veut dire que, voilà, on essaye de se mettre d'accord. En conclusion, que l'Union européenne reste un apolitique. Les communiqués sont souvent consternants. L'Union européenne est quand même le premier contributeur au budget de la Palestine, de l'autorité palestinienne. Et quelque part, d'un côté, chapeau, de l'autre côté, on contribue à faire de l'occupation de la Palestine par Israël. Quelqu'un disait, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier, l'occupation la moins chère du monde pour l'occupant. Voilà, mais c'est une contradiction qui, je pense quand même, comme l'Union européenne a aussi ses problèmes budgétaires, mais un peu enrage quand même un certain nombre de gens et un certain nombre de fonctionnaires chargés de contrôle financier. Et c'est un des leviers aussi pour dire, ça ne peut pas continuer comme ça, on ne va pas continuer à financer quelque chose qui, structurellement, ne conduit à rien, puisque de toute façon, côté israélien, voilà. Et dans la coopération, alors j'en profite de dire d'ailleurs, dans la coopération de l'Union européenne avec la Palestine pour faire un État, il y a beaucoup d'autres choses que la coopération sécuritaire. Il y a aussi beaucoup de choses sur la gouvernance de l'État, sur la manière de conduire des différents ministères. Bon, l'éducation, les Palestiniens sont déjà très forts, mais aussi bon, les finances, etc., plein de choses. Avec l'image quand même, on n'arrête pas de leur apprendre à conduire, mais ils n'auront jamais de bagnole. Donc il y a un moment, voilà, ça devient désespérant. Et pour ceux qui mettent l'argent pour apprendre à conduire, et pour ceux qui apprennent à conduire, qui se disent « j'aurai jamais de voiture à conduire ».
Donc, mais il y a effectivement, je pense, un travail sérieux qui est fait là-dessus, pas uniquement de la coopération sécuritaire. Donc dans ces deux cas, c'est-à-dire aider à la constitution d'un État et puis aider au fonctionnement aussi en mettant de l'argent, franchement, l'Union européenne, elle fait beaucoup. Et quand je regarde les chiffres, il y a le budget de l'Union européenne elle-même, il y a le budget des États membres, je crois que c'est 250 millions ou 300 millions de l'Union européenne et 250 millions par les États membres, c'est considérable. À eux deux, ça fait la moitié du budget de l'autorité palestinienne. Mais c'est ambigu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que si on ne bouge pas, ça veut dire que le statu quo a quelque chose d'insupportable aussi pour l'Union européenne. Parce que ça veut dire qu'on déverse de l'argent pour rien, voilà, pour financer l'occupation. Pourtant, on est capable de prendre des décisions, on l'a vu en Ukraine. En même temps, on voit aussi que les enjeux sont considérables. C'est-à-dire que l'accord d'association met Israël maintenant quasiment, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan politique, comme un quasi-membre de l'Union européenne. Donc l'importance de renforcer notre action internationale, au niveau européen, la CECP, pour la veille, pour le lobbying, même s'il est modeste, pour l'impulsion de campagnes communes, en articulant toujours avec nos actions nationales. Dans nos relations internationales, je voulais ajouter aussi qu'on a des relations, je dirais, officielles, entre guillemets, avec le boycott national comité palestinien, et donc on est membre, en tant que tel, en tant qu'AFPS, on est membre de la coordination européenne du BNC. On le fait en expliquant bien que chacun est maître chez soi, c'est-à-dire que le BNC a ses campagnes, mais que sur ce qu'il faut faire en France, ce qu'on considère qu'on a à faire en France, c'est nous qui le décidons. Et puis, derrière tout ça, il y a toutes les relations bilatérales et toute l'ouverture aux autres. C'est extrêmement intéressant de voir comment fonctionnent d'autres organisations, comment le PSC anglais mène ses campagnes, ce que fait l'ADP, comment chacun résout différentes contradictions, quelle est la politique de communication, la politique de réseaux sociaux, la manière de voir les choses, la manière de planifier les actions. C'est extrêmement enrichissant et je pense que ça enrichit aussi notre action ici à l'AFPS. C'est très très important de s'ouvrir à l'extérieur. On essaye plus modestement de s'ouvrir aussi sur ce qui se passe aux États-Unis, où il se passe des choses remarquables avec Jewish Voice for Peace ou la campagne End of the Occupation, qui ont des politiques de communication absolument remarquables, et avec Jewish Voice for Peace aux États-Unis, qui a quand même réussi à empêcher les PAC de faire capoter l'accord avec l'Iran, ce qui est quand même pas rien. Et même malgré les visites de Netanyahou, ou peut-être grâce aux visites de Netanyahou. C'est complètement dans l'actualité de la CECP. C'est-à-dire qu'on en a discuté à la dernière réunion, et on a décidé de faire une séance de travail aussi sur ce sujet-là en septembre. La question de la déclaration Balfour, elle est vraiment venue sur le devant de la scène. C'est d'abord par les Écossais. Il y a, au niveau de l'Écosse, il y a le PSC, Palestine Solidarity Campaign écossais. Il y a aussi un groupe de Palestiniens, Palestinian Friends of Palestine, je ne sais plus, enfin, un groupe de Palestiniens écossais, qui ont vraiment mis ça sur le devant, en disant c'est vraiment important. Et le PSC anglais aussi, sachant que pour eux, c'est tellement important, déjà parce que le gouvernement britannique, il a l'intention de fêter ça. Et bien, l'intention de célébrer ça, c'est-à-dire la déclaration de Balfour, 100 ans d'amitié avec le peuple juif et puis ensuite les Israéliens, etc., en faire une belle fête, une belle célébration nationale, etc. Donc ils se mobilisent à fond. Après, au niveau de la CECP, comment on va gérer ça? À la FPS, par exemple, ici en France, comme commençait à le dire Michel, oui, on a envie de parler de 2017, mais en fonction de 100 ans de Balfour, mais est-ce que c'est ça que nos concitoyens vont comprendre le mieux? Est-ce que c'est ça qui va le mieux s'imprimer dans leur tête? Même si je rejoins complètement ton analyse que c'est essentiel, que tout est venu de là, que le mandat britannique, il était habité par la déclaration Balfour, qui était en plus citée par la Société des Nations, etc., comme je le rappelais.
Donc c'est extrêmement important, mais est-ce que c'est ça qui va s'imprimer dans la tête de nos concitoyens? Ou est-ce que c'est plutôt les 70 ans du plan de partage? Ou est-ce que c'est plutôt les 50 ans de la guerre de 1967? On n'a pas encore tranché, et on va y travailler aussi bien au niveau de la FPS dans un plan d'action sur l'année prochaine, qu'au niveau de la CECP, mais la manière dont j'imagine qu'on va gérer ça, la CECP, tel qu'on a commencé à voir ça, c'est qu'on va essayer de trouver un slogan unificateur, genre 2017, 100 ans d'injustice, qui va à la fois pour permettre de fédérer ce que vont faire les Écossais et les Anglais sur les 100 ans de Balfour, que ce que pourront faire d'autres pays qui choisiront de plutôt mettre l'accent sur un autre anniversaire en 7. Donc voilà, en tout cas c'est quelque chose qui est bien sur le devant des préoccupations, et on a tous, que ce soit au niveau de la FPS sur notre programme pour l'année prochaine, qu'au niveau de la CECP, où on se pose aussi la question de ce qu'on va faire sur 2017, c'est bien dans nos préoccupations actuelles.